style tardif est une fiction critique. Et donc, il y a, je dirais, plusieurs formes de style tardif, plusieurs manières aussi de considérer ce que c'est que le style tardif. En général, on peut dire qu'il y a, si vous voulez, une interprétation presque chronologique qui appartient à la chronologie de l'auteur, c'est-à-dire c'est la dernière production et le style qui va avec cette dernière production d'un écrivain, en particulier ce qui nous a retenu d'un poète. On peut ensuite investir cette dernière production justement d'une sorte de plus-value critique et lui accorder une signification particulière, presque testamentaire, non? Et prolonger donc cette idée de style tardif vers le sublime sénile, vers un style de la vieillesse particulier qui ne serait pas, selon certains théoriciens qu'on a pris comme modèle, qui ne serait pas un moment de défaillance nécessairement ou de décrépitude, pour reprendre un mot aussi qui a eu beaucoup de succès, mais plutôt un moment de régénération, de renouvellement et de changement aussi de cap, tout en restant également dans la lignée d'une certaine production poétique. Moi, peut-être, je peux juste ajouter encore un petit détail, c'est qu'effectivement, on a vu aussi, de par nos discussions, qu'il s'agissait aussi Andrea l'a dit, hein, d'une fiction effectivement critique, mais qui a aussi une durée de vie assez intense. Enfin, c'est un mythe qui, on va dire, cristallise beaucoup de passion. Et surtout, ce problème tient aussi au fait qu'il soit proprement rétrospectif, et qu'il y a bien sûr une image d'un auteur qui peut se former tandis qu'il vit encore, hein, mais bien souvent, c'est à la relecture de ses œuvres, hein, que l'on va décréter et segmenter son histoire, avec voilà, son lot commun d'abus, d'excès, d'horreur parfois, ou au contraire, voilà, de tropes proprement heuristiques. Je pense aussi que l'idée de style tardif, ça interroge également le sens de la littérature, parce que souvent la littérature, ou certains pans ou parties de la littérature ont été justement interprétés sous la lumière de l'idée de fin de la littérature, non? C'est-à-dire cette idée, non, du chant du cygne, par exemple, de la dernière œuvre. Donc, ça crée en effet même une mythologie littéraire, hein. Je pense que l'aspect légendaire, je dirais, c'est quelque chose qui nous a retenu et qui nous a donné à penser. Donc, si vous voulez, la signification va de l'auteur, donc du moment du style tardif chez un auteur, jusqu'à une considération plus générale qui investit toute la littérature. On a essayé à insister sur la dimension plurielle de la chose. C'est qu'il n'y aurait pas un style uniforme, monolithique et finalement de nature à créer une théorie généralisante du style tardif pour un ensemble de pratiques poétiques variées. Et on a bien veillé à insister lourdement sur ce pluriel dans la mesure où, en fonction des auteurs, en fonction de leurs données proprement biographiques, mais surtout de leur production textuelle, il y a une multiplicité possible de styles tardifs, si tant est qu'on accorde une dimension sérieuse à cette catégorie critique. Une fin de carrière est elle-même une idée, on va dire, ambiguë ou problématique dans la mesure où elle postule une téléologie, hein. Il y a vraiment l'idée qu'effectivement, il y a une espèce de terme clos que l'on peut déjà anticiper et que l'on voit venir et que l'on connaîtrait de toute évidence. Or, évidemment, ce n'est pas le cas et qu'il faut s'ingénier à faire en sorte que ça ne le soit pas. En hypostasiant cette catégorie de style tardif, hein, faut bien mesurer à quel point il y a une élasticité à donner à ce concept, en fait, et c'est ce qu'on a essayé un peu de faire. Quant à l'idée de fin de la poésie et poésie de la fin, je pense que voilà, par-delà l'antimétabole,
qui est voilà, le cœur de cette question. Je pense qu'il y a effectivement un discours réflexif de la poésie sur elle-même. L'idée de départ que Julien et moi avions eue était celui de corréler était celle de corréler l'idée de style de jeunesse à celle de style tardif. C'est-à-dire qu'on voulait justement cette double hypostase, hein, c'est-à-dire ou ce double registre fictionnel, critique. Et on a justement pensé organiser d'abord une manifestation sur le style tardif et seulement plus tard, éventuellement, ajouter une méditation sur le style de jeunesse. Et c'est là parce que, d'une certaine manière, le style de jeunesse, ça nous a paru quelque chose de plus facile à déterminer. Donc, on a décidé de commencer par ceux qui étaient d'abord postérieurs et ensuite plus difficiles aussi à traiter. Le style de jeunesse, on peut chronologiquement facilement le déterminer, alors qu'il est particulièrement compliqué parfois de parler de style de jeunesse, puisque vous nous posiez la question du moment, disons, dans l'activité d'un écrivain. Il y a parfois en effet un style tardif qui correspond à la vieillesse, et il y a parfois un style dit tardif, ou qu'on peut considérer comme tardif, qui ne correspond pas du tout à la vieillesse. Si l'on pense par exemple à Rimbaud, dans la littérature, bien évidemment. Dans la musique aussi, il ne faut pas l'oublier, qui est a été la source de construction de cette catégorie de style tardif. Et la génialité des musiciens, justement, est souvent associée à cette idée de style de jeunesse. Non, on a le talent du jeune Mozart ou Chopin qui écrit à 20 ans, je pense, ses études, moi, le premier livre de ses études. Le jeune Schumann qui compose ses plus belles pièces pour piano lorsqu'il a 20-25 ans, maximum 30 ans. Dans la musique, c'est intéressant, je pense, de voir comment on a souvent associé le talent à la jeunesse, à la précocité. Et plus tard, on a pensé de justement voir ce que peut signifier le style tardif. Et là, c'est justement la figure de Beethoven, non, qui s'impose. Donc, comment le génie précoce peut avoir un style qui se détache, qui va au-delà, parce qu'il y a aussi cette idée d'au-delà dans le style tardif, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse le stade de la maturité, de l'accomplissement. Et donc, ça se lie aussi aux idées de décadence, justement, de décrépitude, qui travaillent aussi la période, c'est-à-dire le 19e siècle, et en moindre mesure aussi le 20e siècle. Une chose assez intéressante, c'est que on peut effectivement arriver à un style de maturité, mais ce style-là ne sera pas nécessairement apprécié, ou ne sera pas forcément élu comme le style le plus représentatif de ce poète. Et du vivant de Verlaine, par exemple, les productions de jeunesse, en fait, étaient ce Verlaine-là que l'on attendait bien et auquel on va essayer de le rappeler d'une certaine façon, même Mallarmé le dira, des poèmes saturniens, en fait, c'est-à-dire parmi les premiers. Et donc, en fait, on voit aussi à quel point, finalement, il n'y a pas une espèce voilà, de valeur nécessaire à cette production tardive. Elle peut tout d'un coup jeter une lumière transversale. Mais cette légende de la lumière transversale, en fait, qui continue à demeurer fascinante comme problématique, parce que justement émanant d'une fiction proprement critique. Mais souvent, on considère qu'il y a comme un glissement qui se produit dans le style tardif d'un grand auteur, évidemment, avec son temps, plus que par rapport au style dit de la maturité. Chez Beethoven, par exemple, c'est particulièrement évident. C'est-à-dire que sa dernière production était considérée, je pense au dernier quatuor, aux dernières sonates, même aux bagatelles, était considérée comme cacophonique, c'est-à-dire comme le fruit d'une démence, voire d'une personne qui s'était écartée de la société aussi musicale de son temps, qui était sourd, donc qui n'entendait plus et donc produisait une musique dissonante, qui en plus allait chercher dans des formes anciennes, il les associait à des formes considérées comme légères.
Et donc, voilà, je pense que ça se produit souvent un décalage, mais qui a un rapport à un certain temps, qui est le temps, parfois ce qu'on a considéré dans cette mythologie, et je ne m'avance pas à la justifier, qui est le temps de l'avenir de l'art. J'ajoute aussi une autre chose, c'est que cette notion, ça se convient mieux certainement aux grands génies. C'est-à-dire, on a plus de mal à l'appliquer parce que justement, comme je le disais, c'est une construction, aussi une fiction, et ça participe d'un certain légendaire de la poésie ou de la musique, mais ça convient mieux aux grands esprits, aux grands écrivains, aux grands musiciens. Je vois mal appliquer la notion de style tardif, je ne fais pas de nom, mais à un petit écrivain ou à quelqu'un, ou alors ça ne suscite pas notre intérêt au fond. Bon, on a parlé de musique, et pour rebondir en fait sur ce terme qu'a employé Andrea, l'affaire de la peinture et de la visibilité aussi a été vraiment tout à fait au cœur hein, de cette entreprise, et aussi dans l'appréciation critique. C'est d'autant plus vrai en fait que ce que disait Andrea sur justement l'idée voilà, de la partition du canon entre mayores et minores, finalement, le minores pâtit de fait parce qu'on a l'impression qu'il a une œuvre moins constituée et moins construite. C'est-à-dire qu'une logique, pour employer un peu un mot en critique littéraire qui n'est plus à la mode, hein, mais qui une logique, c'est-à-dire une espèce de systématique, un fonctionnement à proprement parler, n'existerait moins que parmi les mayores. Par conséquent, il est plus difficile chez un minores hein, de placer une spécificité propre à un tardif ou à un style de jeunesse, parce qu'il y a finalement une indistinction un peu plus manifeste. Partie du détail auquel on arrive chez les mayores, c'est qu'effectivement, il y a une attention critique hein, qui devient de plus en plus pointue, hein, aussi bien au niveau d'études stylistiques, mais aussi génétiques. Donc, il y a vraiment quelque chose aussi de l'ordre voilà, d'une puissance d'investissement que nous laissent les grands, parfois, effectivement, mais qui fait partie aussi hein, des éléments divers du langage de la légende. Je ne sais pas si je peux dire où il s'applique mieux. Ça, j'ai du mal à le dire parce qu'il faudrait vraiment faire une cartographie des styles tardifs et ensuite en tirer une sorte de conclusion. Pour ce qui concerne la poésie du 19e siècle, qui est ma spécialité, moi, je me suis justement penché. On a édité aussi un dossier sur le dernier Baudelaire. C'est une notion qui existe depuis un certain moment, que j'avais moi-même critiqué dans une certaine mesure en passant dans la préface de ma bibliographie du spleen de Paris. Je m'étais demandé si ça existait, cet objet du dernier Baudelaire. Il y a un livre de Steve Murphy qui est intitulé Logique du dernier Baudelaire. C'est difficile à déterminer parce que si on parle par exemple de style tardif chez Baudelaire à propos des poèmes en prose, il faut accepter que ça commence en 1855, donc avant la publication des Fleurs du Mal. Et on a un peu de mal à imaginer un dernier style, ou alors on peut le restreindre, par exemple, aux fragments posthumes. Ça existe, il me semble, ça se justifie. On a parlé, comme je disais, du style tardif chez Rimbaud, les vers de 1872-1873, les Illuminations. Là aussi, on a du mal parce qu'on part dans tout jeune écrivain qui quand même est en train d'abandonner la littérature. Mais en effet, il y a un écart entre sa production, il me semble, antérieure et ces 10 derniers vers. Et Verlaine, évidemment, je n'en reviens pas, évidemment. Donc je pense, voilà, j'ai du mal à dire chez qui cette notion convient le mieux parce qu'il faut voir qu'est-ce qu'on on décide que c'est que le style tardif. Ça dépend de ce qu'on lui attribue et après, on peut dire selon tel ou tel critère. Mais il me semble que dans la poésie du 19e siècle, juste pour se limiter à quelques grands noms, hein, cette notion se justifie. Je suis bien d'accord avec Andrea. Je voulais juste ajouter aussi un autre fait que cette notion de style tardif est corrélée et intimement et comment à celle de l'âge propre en fait des différents auteurs hein, ou autrices hein, que l'on a pu
envisagé. Et si on prend par exemple un cas comme celui aussi paradigmatique, mais qu'on n'a pas encore cité, d'un Jules Laforgue, évidemment, Laforgue meurt si jeune. Alors, il y a la dimension de projection critique, à savoir celle de se dire, mais tout ce qu'il aurait pu faire ensuite, en fait, évidemment, cela influence aussi dans une espèce de perception d'un style propre. Mais en même temps, le fait que ce ne soit pas non plus un long déclin, mais que ce soit une brève, bon, en l'occurrence dans l'anecdotique d'une maladie, on va dire, pousse ou accentue encore l'idée d'une indistinction, en fait, par rapport à une véritable tardivité. Quel sens ça a, en fait? Oui, il y a peut-être des évolutions certaines, il y a peut-être même parfois des actes de renonciation d'un style à l'autre, des palinodies, on va dire, voilà, ou même des moments de distanciation à l'égard de chemins critiques que l'on n'a pas voulu, ou créatifs, hein, que l'on n'a pas voulu prendre, mais qui ensuite sont peut-être, on va dire, plus difficilement qualifiables dans des termes aussi marqués justement que celui de tardivité impliquant cette fin-là. Il y a peut-être des segmentations peut-être plus nettes sans avoir à les douer ou en tout cas les souligner, hein, d'une notion finalement qui serait le fin mot, parce qu'il y a aussi ça derrière en fait. Finalement, c'est la mythologie des ultima verba, celle qui dit ben voilà, il ne faut pas rater sa sortie. Si c'est la fin du procès de Kafka, hein, comme si la honte devait lui survivre, c'est-à-dire finalement rater sa sortie et puis lâcher de soi une mauvaise image dans les derniers mots, hein. J'avais cet exemple, hein, on tombe à ski et pendant qu'on est en train de tomber à ski, tout d'un coup on est en train de penser au contenu de son frigo et puis on meurt. Est-ce que c'était ça les ultima verba? Non, non, au contraire, il y a quelque chose justement, quelque chose de beaucoup plus dramatique à la Goethe. Merlicht, hein, plus de lumière, formidable, conclusion du siècle, de l'œuvre, de l'ensemble, hein, c'est parfait. Si je peux juste ajouter, pour prolonger juste ce que Julien dit, je voulais dire deux choses. La première, c'est que curieusement, cette représentation littéraire qu'est le style tardif a été aussi aimée par les écrivains parfois. C'est-à-dire, il y en a qui se sont prêtés au jeu même du style tardif, il y en a qui l'ont refusé. Il y a une sorte de conceptualisation aussi qui a lieu dans l'œuvre littéraire elle-même, hein. On a vu par exemple Henri Sépi rappeler le cas de Bergotte, non, du célèbre Petit pain de mur jaune, non, cette sorte de regret à la fin, hein, de la fin où il y a une sorte de style tardif manqué finalement, qu'il a raté sa carrière parce qu'on n'a pas eu un vrai style qui nous survit. Et qu'il y a quelque chose aussi d'un peu dans la pratique même, hein, de coller à côté du visage de la mort et des dernières paroles de la vie, hein, presque quelque chose de magique, presque quelque chose de totémique aussi, hein, quelque chose presque de la superstition, hein, que ça forme un tout en fait. Oui, mais la statue de pierre qui est derrière nous. Voilà, exactement. Le portrait de Robert Mapplethorpe, de cette espèce d'emblème, hein, d'oser regarder cette mort en face. Et là, effectivement, surdéterminer en fait l'idée qu'il y aurait un style tardif, mais adjointé à une fin prochaine. D'autres, au contraire, hein, d'autres communications, on l'a vu, hein, de Federica Locatelli sur Tardieu, hein, montraient justement au contraire des éléments récurrents en fait tout au long d'une œuvre, un élément de la pierre et de l'eau, hein, poursuivant, hein, mais avec des formes évidemment différentes. Donc effectivement, je crois que voilà, une chose est certaine, hein, c'est la légitimation du pluriel que nous avons mis au titre, hein, et que ce colloque n'a pas véritablement démenti. Juste pour résumer, mais en effet, on a dit, je crois, à peu près ce que notre colloque, plus ou moins, a donné lieu, sans entrer dans le détail des auteurs, qui est l'essentiel, hein, au fond. Mais en général, bon, je retiendrai ce pluriel que Julien vient de rappeler. En effet, on a voulu insister sur les styles tardifs de la poésie pour éviter d'adhérer
à la mythologie du style tardif, en même temps en problématisant la question, en se posant la question s'il y a des traits communs dans cette idée de style tardif. Je ne sais pas si on y a entièrement répondu, mais c'est une question qu'en tout cas on a voulu poser. Il y a la question ensuite du moment. Non, je pense que ça a été bien articulé dès la communication d'Aricepi, des moments du style, des moments dans la littérature, chez un auteur, en quoi correspond, si c'est un moment justement qui fait partie de la vie d'un écrivain, si c'est un moment particulier dans sa production, ça me paraît cette dimension particulièrement importante à dérouler, c'est-à-dire la dimension temporelle du style tardif. Ça, ce sont déjà deux éléments. Julien, tu veux peut-être poursuivre parce que entre-temps, je médite. Hein. Non, mais je crois qu'effectivement, tu as dit l'essentiel, en tout cas, pour revenir au verbe même de votre question. Hein, ce qui émerge d'une réflexion pareille, c'est évidemment, quand on y regarde mieux, plus de scepticisme encore, peut-être, en tout cas plus pas de suspicion, parce que je pense que ce serait un terme trop fort, mais en tout cas plus de délicatesse à employer des termes qui parfois peuvent aussi peser sur la vie critique d'un auteur. Hein. Je crois que c'est aussi ça une partie de notre responsabilité, hein, de définir certains termes le mieux possible aussi pour faire, au bout du compte, le moins de dégâts, hein, parce qu'effectivement, il y a tout d'un coup des espèces d'arrêts comme ça qui finalement passent pour des vérités établies ensuite aux générations suivantes et qui parfois donnent lieu à des compréhensions tout à fait, délicates. Et, alors bien sûr, ça fait avancer la machine critique sans doute, mais dans ce genre de cas, surtout quand il en va de théories relatives à la temporalité même de l'auteur, ainsi que les diverses lectures auxquelles se prêtent ces textes, on peut effectivement user de certaines pincettes et ne pas commettre l'idée qu'il y aurait, tomber dans ce panneau-là, hein, peut-être, qu'il y aurait l'idée d'un style tardif tout prêt et que l'on endosserait avec un sentiment de nécessité. Or non, bien sûr que non. Il y a beaucoup de contingences là-dedans, je crois. Oui, je pense que Julien a raison. En effet, on peut ajouter aussi un autre point qu'également Julien a évoqué, c'est-à-dire ces interventions qui ont, d'une certaine manière, contredit aussi notre postulat critique, c'est-à-dire en montrant la récurrence de thèmes, le fait que parfois ce style tardif, en réalité, n'est que quelque chose qui existe déjà, ou qui a inouké, ou tout simplement qui n'a pas lieu. Donc, on a bien aimé, je pense, non, aussi ces interventions qui n'étaient pas nécessairement en plein accord avec la notion même de style tardif et qui montraient bien que la question est plus compliquée. Il y a une autre question peut-être encore ajoutée. J'avais remarqué à la fin du colloque qu'on parle de style tardif, c'est-à-dire c'est une notion qui renvoie un élément de stylistique, en tout cas de style. Ce n'est pas facile parce que la tentation est justement celle de trouver des contenus tardifs. C'est plus facile lorsqu'on parle surtout de style de la mort, ou évidemment, hein, la pensée de la mort, une certaine... Mais on voulait mettre l'accent sur le style. C'est encore plus compliqué, je trouve, évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec Andrea et ça me fait penser à une autre chose aussi. Et là, il en va de nos éthiques et de nos étails critiques, hein, c'est-à-dire l'idée que on ne va pas, qui serions-nous pour le faire, hein, commencer à reprocher ou en tout cas démontrer, souligner de manière un peu gratuite la faiblesse de certaines productions tardives. Il y a une espèce de principe de charité dominant, hein, en disant, bon voilà, d'accord, il était peut-être un peu moins fort, il avait peut-être les idées un peu moins vives, mais bon, qu'est-ce qu'il était grand préalablement. Donc il y a aussi cette idée-là, finalement, qui domine, mais qui est un peu un impensé parce que on n'ose pas, mais pour de bonnes raisons aussi. Hein. C'est pas que j'encourage à tout d'un coup des communications sauvages, hein, sur la pauvreté de tel dernier style. Au contraire, c'est juste une espèce de reconsidération, hein, générale
pour dire aussi qu'il n'y a pas d'échelle mathématique pour justement la mesure, hein, d'un style. Il y a des moments critiques avec lesquels ils sont plus ou moins en phase. Ils répondent à certaines époques, à certains attendus. Tout d'un coup, on aimera beaucoup le premier ou le dernier Rimbaud, d'accord, peut-être, pourquoi. Les uns les illuminations, les autres la saison. Bon, chacun y va de son petit laïus. Mais l'idée quand même, c'est que voilà, les auteurs, et heureusement, ne sont pas tenus tout d'un coup à des espèces voilà, de, de, de gradation comme sur un baromètre, en disant là c'était très très fort, là un peu moins. Non, c'est par-delà en fait cette mathématisation justement d'une évaluation stylistique que aussi ça se posait. C'est-à-dire, voilà, il y a une espèce de labilité bien plus grande. L'idée était venue, bien sûr, de manière pas tant facétieuse que ça, en fait, mais de voir à quel point la photo de Robert Mapplethorpe, hein, qui est donc un photographe américain qui est donc mort des suites du sida, a donc fait cette dernière série, hein, d'autoportraits qui sont particulièrement saisissants, hein, et l'idée de cette espèce de duplication qui tient à la fois d'un mouvement un peu dandy, peut-être pour la Cannes, mais en même temps tout à fait digne d'une longue tradition, hein, bien sûr, des vanités, de restituer la vanité dans son humanité, c'est-à-dire les vanités, vous savez, c'était souvent voilà, des natures mortes, hein, des crânes peut-être, mais souvent d'autres objets soulignant l'éphémérité de notre existence, à savoir les bulles de savon, la bougie, une partition de musique, etc., pour souligner à quel point le temps est bref. Mais bien souvent, ce n'étaient que ces objets-là qui étaient destinés à nous faire penser à notre propre mortalité. En l'occurrence, le coup de force de Mapplethorpe est de s'associer en fait à cette tête de mort qui est son futur immédiat et de regarder, oser regarder, hein, l'objectif, peut-être doublement regarder l'objectif dans la mesure où il y a son regard encore en vie pour très peu de temps, puis ce regard de mort de ce crâne qui est dirigé tout autant vers le spectateur. Donc il y a une espèce d'inclusion en fait de ce spectateur qui est contraint lui aussi par ce même mouvement des vanités hein, d'y repenser. Donc bon, évidemment, c'est une mauvaise explication dans la mesure où ça n'explique rien quant au style tardif, mais là, c'est une espèce d'immédiateté, une imminence en fait, qui voilà, rassemble en fait un peu des traits que nous avions envie, dont nous avions envie de parler. On a au fond associé la photographie de Mapplethorpe à la pop art, parce qu'il y a un côté vraiment pop art dans cette, même dans le type d'écriture, ça me rappelle des cafés perdus dans quelques États américains. Et à Hopper. Donc, je pense qu'on a vraiment choisi quelque chose aussi un peu frappant, hein, exprès, hein, esthétique de la fin, mais aussi je crois que notre but était aussi d'avoir un memento mori, hein, mais en même temps de ne pas tomber nous-mêmes dans la mythologisation figurative de notre objet d'étude et de dédramatiser presque. Mais tout en nous rattachant à certaines traditions aussi figuratives du XXe siècle. D'accord. Merci beaucoup, merci. Oui, merci pour vos réponses qui font surgir toujours des réflexions très intéressantes. Merci aussi pour votre disponibilité. Et à vous pour votre invitation. Merci beaucoup à tous. Merci.